Un chouette petit fight night qui se clôture sur un main event avec un Sean Brady qui surclasse, je pense que c'est le bon mot, qui surclasse Gilbert Burns, 50-45, 50-45, 49-46. On parle de tout ça juste après notre intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Commençons par le main event. Je pense que c'était un peu l'attraction de cette carte. Alors, Sean Brady, franchement, m'a agréablement surpris. On savait qu'il était très bon. On avait spéculé sur sa capacité à être endurant, à être performant sur 5 rounds. C'est la première fois qu'il combattait en 25 minutes. Et on avait des indicateurs comme quoi il avait un très très bon VO2 max, l'un des meilleurs, voire le meilleur à l'UFC, mais que ça se traduit pas automatiquement par une capacité à être performant sur 5 rounds. Là, on a vraiment eu la réponse. Parce que ce qui s'est passé dans ce combat contre Gilbert Burns, c'est qu'il a mis une intensité dès le départ. Et la question qu'on s'est tous, je pense, posée pendant le combat, c'est serait-il capable de garder ça dans les rounds de championnat, de maintenir cette intensité et de continuer à s'imposer par ce volume et ce rythme sur Gilbert Burns qui semblait, au début en tout cas, sans réelle solution, si ce n'est chercher la frappe dure. Et on a eu la réponse était oui. Non seulement Sean Brady à gagner au volume en pied-point, en envoyant plus et en touchant beaucoup plus. Mais en plus de ça, il était beaucoup plus entreprenant dans ses choix. Beaucoup de recherche de clinch, beaucoup de recherche de lutte. 7 amenés au sol réussis contre Burns, même si la plupart des amenés au sol n'amenaient pas à un long temps de contrôle ou un temps de contrôle derrière qui lui permettait de construire un jeu offensif. D'ailleurs, on va en parler, je vais faire une parenthèse, c'est pas vraiment une parenthèse, mais personnellement, j'ai trouvé tous les échanges en grappling, même au clinch à la cage, très intéressants. Il y avait du mouvement, il y avait du scramble, c'était de très très haut niveau. Je pense que c'est dans le deuxième round, à un moment, il y a Burns qui renverse la situation alors qu'il était acculé à la cage en positionnant son pied droit sur l'extérieur du tibia de Sean Brady. J'avais trouvé ça très très beau. Je pense dans le quatrième round, il y a Sean Brady qui part sur un switch qui était absolument magnifique. Et la plupart des moments au sol, ça bougeait bien. On voyait que c'était de très haut niveau. Donc, si un jour les deux doivent se recroiser, ça pourrait être pas mal de les mettre l'un contre l'autre au CGI, par exemple. J'aimerais bien voir ce que ça donne, un combat entre eux deux, 100% et purement en grappling no-gi. Franchement, je pense que ça peut être stylé sur base des bribes qu'on a vues dans ce combat MMA. Bref, je reviens ici sur le combat. Donc, sur les phases de grappling, j'ai trouvé ça de très haut niveau. J'ai trouvé ça très propre. D'un côté comme de l'autre, il y a eu vraiment de très belles choses et très peu de déchets. Quand il y avait une perte de position ou quand il y a quelqu'un qui se relevait ou qui se faisait prendre le dos, on devait chaque fois mettre le crédit à celui qui faisait l'action qui amenait à progresser de position. On ne pouvait pas dire bah, c'est lui qui a fait une erreur et l'autre a capitalisé dessus. C'était vraiment, ouais, sans surprise, c'était du très haut niveau. On est vraiment parmi les meilleurs grappleurs de la division et j'irais même dire jusqu'à dire ces deux gars font partie des meilleurs grappleurs de l'UFC tout simplement. Debout, ah, la boxe, le pied-point, je vais même dire le pied-point de Sean Brady, c'était très propre. Des longues combinaisons sans surengager, c'était vraiment ça un de ses défauts debout dans ses précédents combats, c'était qu'il avait tendance à surengager. Or ici, il avance, mais il avance avec ses frappes. Ses pieds sont bien positionnés par rapport aux combinaisons qu'il envoie. Je vais pas faire un comparatif hasardeux, mais ça fait légèrement penser à Dustin Poirier. Dustin Poirier est quelqu'un qui est vraiment capable de très bien avancer avec une combinaison sans pour autant mettre sa tête devant sa jambe avant, sans pour autant surengager, sans pour autant s'exposer à quoi que ce soit. Et la force de Sean Brady par rapport à Dustin Poirier, si on veut vraiment comparer leur jeu dans les déplacements avec les combinaisons, c'est que Sean Brady n'aura peur de personne par rapport à la lutte, par rapport au grappling. Il y a un avantage à avoir un niveau au sol comme Sean Brady, c'est d'être tellement à l'aise au sol qu'on peut se permettre d'exposer ses hanches, et ça ouvre à plus d'options dans son pied-point.
et il exploite ça très bien, même face à quelqu'un comme dangereux comme Burns, qui a mis deux belles amenées au sol dans ce combat. Bah, on sent un Brady qui s'inquiète pas. Donc s'il s'inquiète pas face à un Burns, s'il s'inquiète pas de se retrouver sur son dos face à un Burns, contre qui va-t-il s'inquiéter de se retrouver sur son dos? Et donc ça lui ouvre des portes et ça lui ouvre une progression en pied-point qui était nette dans ce combat. J'ai trouvé ça vraiment très propre. Autant le fait d'incorporer le double jab, qui est forcément un de mes combos simples préférés, le fait qu'il ait incorporé ce double jab. Son jab, de manière générale, a été très très ennuyeux pour Gilbert Burns. Il était un peu perdu par rapport à ce volume avec ce bras avant de Brady. Les plus longues combinaisons qui passaient très bien. Peut-être une piste d'amélioration pour Brady, ce sera de travailler un peu plus le corps avec son anglaise, parce que c'était beaucoup chasser la tête. Mais il trouvait bien ses ouvertures. Euh, sur la défense classique de Gilbert Burns, où il téléphonait et de l'autre côté, il tendait le bras, il y avait l'overhand qui sortait, il y a de temps en temps l'uppercut arrière qui est sorti, ça faisait mouche. Il appuyait pas trop. Je pense que ça, c'était notamment ce que je vais catégoriser dans la gestion d'énergie. C'est vrai qu'on aurait pu se poser la question de, bah, tu commences à trouver tes ouvertures sur ta box en combinaison. Pourquoi est-ce qu'à un moment t'appuies pas? Peut-être parce qu'il s'est rendu compte que Gilbert Burns avait la tête dure. C'est difficile de sortir Gilbert Burns dans un combat. C'est la première fois qu'il combattait en 25 minutes. Donc il avait besoin d'économiser cette énergie. Et comme il prenait les rounds, il n'avait pas besoin d'y aller plus fort. Il gagnait au volume largement et il se faisait pas rattraper par l'impact des frappes de Gilbert Burns. Peut-être un petit argument à donner dans le troisième round avec cette énorme accélération de Gilbert Burns quand il restait entre, je dirais, 80 et 30 secondes de combat. Après, il se fait amener au sol. D'ailleurs, il y a un juge qui donne le troisième round à Burns et je pense sincèrement qu'il y a un argument pour ça, pas que ça change quoi que ce soit. Mais à la fin du troisième round, j'étais vraiment là, genre, est-ce qu'il revient dans le combat? Est-ce qu'on peut lui donner ce troisième round? J'avais vraiment cette question qui me taraudait. Après, Brady a reroulé dessus. Euh, donc tout ça pour dire, c'était propre, c'était intelligent. Il variait bien. Euh, il combinait. De temps en temps, il y avait ce crochet avant, low kick, sortir, qui fonctionnait très bien. C'est lui qui avait vraiment le, la gestion du rythme et de la direction du combat. John Danaher le dit tout le temps, pas chaque fois qu'il passe sur un podcast, mais quand il passe sur un podcast, il dit très souvent, montre-moi quelqu'un qui est capable de gérer le rythme et la direction et les setups d'un combat, et je te montrerai quelqu'un qui gagne 95% de ses combats. Là, c'était typiquement ça. Brady avait la gestion du rythme, dans le sens, c'est lui qui décidait quand il y avait des actions offensives, c'est lui qui décidait quand il y avait des moments de répit. Il avait vraiment cette gestion d'intensité du combat. Il avait la gestion de la direction. Ce que j'entends par gestion de la direction d'un combat, c'est juste est-ce qu'on est debout, est-ce qu'on est au clinch à la cage, est-ce qu'on va au sol. C'est lui qui a dirigé 80% du combat et de où prenait part l'action. Et ça l'a amené à une très très belle victoire. Pour moi, ça c'est une très très belle victoire. Et on me posait la question avec Brian lors du game plan, c'est est-ce que le vainqueur sera suffisamment convaincant pour se positionner comme un potentiel futur contender à la ceinture dans la division. Et là, je pense qu'après cette performance de Sean Brady, on peut dire oui, Brady, vraiment, il rentre dans ce top 6 de la division avec les noms Shavkat Rakhmonov, Leon Edwards, qu'il ne faut pas oublier, Yann Gary, très bon call-out, euh, Jack Della Maddalena. Voilà, il rentre vraiment dans ces noms de gars où on se dit, ben, il y a une chance que un de ces gars aura la ceinture dans un futur moyen, voire même proche ou lointain. Il a que 31 ans, donc sa carrière est encore suffisamment longue à l'UFC. Et donc, je vais revenir. Je pense que son call-out est très intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que Bella a la ceinture. Les deux, les trois, pardon, trois potentiels futurs contenders, c'est Ousmane, Shavkat et celui dont on ne parle pas parce qu'il est encore blessé, c'est Jack Della Maddalena. Celui qui est dans le top et dont on parle pas encore pour un title shot, parce qu'on considère qu'il a encore besoin d'une victoire, c'est Yann Gary. Et donc je pense que le choix est intéressant. C'est le gars qui est libre, c'est le gars qui est prenable, c'est une opposition de style, et c'est la victoire qui te permet de te positionner comme futur contender après la prochaine défense de Belal, que ce soit contre Shafkat, que ce soit contre Ousmane, dont on parle aussi, ou que ce soit contre Jack Della Maddalena. Donc le call-out était intéressant.
il est très chouette. Moi, ce combat m'intéresse parce que c'est une opposition de style. On a d'un côté Yann Gary, certes, qui a été un peu décevant dans son dernier combat, mais c'est pas du tout le même profil que Sean Brady, Michael Venom Page. On a Yann Gary qui n'a pas encore perdu dans une cage, euh, qui combat très bien et qui est un excellent striker avec un grappling défensif intéressant. Et de l'autre côté, on a un Sean Brady qui est excellentissime au sol et qui a amélioré son pied-point. Donc on aurait un combat qui serait très fun sur 5 rounds. Moi, je demande à voir. Et je pense que Sean Brady a vraiment fait un bon call-out. Donc performance nickel ce soir dans la cage. Et puis au micro, j'ai trouvé ça très bon. On en avait parlé dans la vidéo exclusive pour les membres. Que fait-on de Gilbert Burns maintenant qu'il l'a perdu? Pour moi, bah là, il s'est pas retiré. Il n'a pas pris sa retraite. Ce qu'on avait dit avec Brian, c'est est-ce que tu es capable de revisiter tes objectifs? Parce que si maintenant l'objectif de Gilbert Burns c'est je veux toujours être champion, j'y crois encore, c'est une erreur. Il va nous faire une Tony Ferguson. Si maintenant il arrive à se dire ok, je suis trop fan de ce sport, ça me permet de mettre de la nourriture sur la table, je vais prendre ma carrière en mode, ok, je dois rester dans le top 10, je vais continuer à offrir des belles performances, je vais avoir ce mindset martial de continuer à m'améliorer en tant que combattant. Ça reste très sain. On a souvent parlé avec Brian, des carrières comme celle de Jack Hermanson, c'est ultra respectable. Il faut pas toujours avoir ce truc de soit t'es champion, soit ta carrière elle vaut rien. Non, non. Gilbert Burns a une belle carrière dans l'ensemble. Il peut continuer à avoir une belle carrière en proposant encore quelques combats fun dans la division. Et pour l'UFC, il y a un certain intérêt à garder quelqu'un comme Gilbert Burns parce que c'est un bon test pour les futurs prospects qui montent. Donc là, ce qu'il faudrait de la part de l'UFC, c'est prendre Burns, lui donner un combat favorable pour remonter un peu euh, son statut et puis faire comme ils font souvent avec Jack Hermanson. C'est Jack Hermanson contre Joe Pyfer. C'est vraiment Joe Pyfer. Ok, on te voit comme un futur contender. On va te mettre contre Jack Hermanson pour voir où tu en es aujourd'hui dans ta carrière. Gilbert Burns, potentiellement, il pourrait faire pareil, lui mettre une victoire maintenant et puis le mettre face à quelqu'un qui rentre seulement dans le top 15 et pour répondre à cette question, ok, est-ce que tu as le potentiel d'être un futur top 5 de la division? Oui ou non? Ben, ça se répond avec une performance contre Gilbert Burns. On va parler très rapidement du reste de la carte. Donc, on va commencer par le co-main event. Natalia Silva, qui fait une magnifique performance contre Jessica Andrade. Elle est à 6-0 à l'UFC. Sur les 6 victoires, c'est 6 victoires nettes, vraiment très très nettes. Elle a un style, je trouve, très agréable à regarder. Un très bon pied-point, gestion de la distance au point, gestion des échanges au point, compréhension de ce qu'elle peut faire à quel moment, nickel, et gestion, je vais pas dire de la pression, parce que pression, j'ai vraiment envie que les gens comprennent qu'une pression, c'est quelqu'un qui avance avec du cadrage et qui a vraiment une qualité de couper les angles. Ici, Jessica Andrade, elle était plus en train de suivre, donc on va plutôt appeler ça gestion de l'agressivité. Elle a vraiment une bonne gestion de l'agressivité face à quelqu'un qui cherchait constamment à casser la distance. Elle a une bonne gestion pour pousser avec ses side kicks, avec ses front kicks, avec ses spinning back kicks. Euh, bonne gestion avec son jab pour maintenir à distance, jab à la tête, jab au corps. C'était propre. Bonne gestion de quand attaquer avec des single shots et quand attaquer avec des combinaisons. Et plutôt pas mal en clinch défensif à la cage pour créer son espace et reprendre le centre. Franchement, une très belle performance. Ça fait longtemps qu'on en parle comme un nom à retenir. Là, je pense qu'elle a été 8 au classement. Elle a battu Andrade, j'ai plus fait attention à combien elle était, mais elle se rapproche dangereusement du top 5. Et donc là, clairement, entre Grasso et Shevchenko qui se battent le week-end prochain, Manon Fiorot qui est backup et qui devrait prendre le title shot après, Namajunas et Erin Blanchfield qui s'affrontent. D'ailleurs, ben voilà, la vainqueur de Blanchfield, Rose, contre Nathaniel. Pourquoi j'ai du mal à dire son nom? Natalia Silva. Donc, la vainqueur, Namajunas Blanchfield contre Silva, pourrait être celle qui prend le title shot après Manon contre la vainqueur de la trilogie. Et là, honnêtement, on a une division qui redevient très très intéressante chez les flyweight parce que on a une panoplie de noms intéressants. Parce que les 6 noms que je viens de citer, euh, tu les mélanges pour des title fights ou des combats pour la contention, eh ben, c'est intéressant. Ce sont des combats très très fun. Donc franchement, c'est cool d'avoir un genre
une Silva qui monte dans le classement parce que elle a vraiment un bon potentiel, elle a un bon niveau, elle a un style qui est chouette à regarder et elle a un style en plus qui match très bien. Je trouve que Silva contre Namajunas, ça m'intrigue. Contre Manon, ça m'intrigue. Contre Grasso, ça m'intrigue. Contre Shevchenko, ça m'intrigue. Et on a en plus, sur les 6 noms au top, il y en a 5 qui sont des strikeuses et on sait que l'UFC aime bien ça, on sait que le fan casuel aime bien ça, donc ça peut donner vraiment pas mal de visibilité à la division. Je vais ouvrir les résultats pour... on est le matin quand même. Steve Garcia, violence sur les coups de coude, c'était très beau. Durden, ah, alors là, il faut qu'on en parle parce que cette guillotine en mode ninja choke, j'ai adoré parce que Matt Schnell a le bon réflexe pour sortir, mais là on a vraiment quelqu'un qui était en mode euh, c'est pas décapite que je veux dire, c'est décapsule. Je te décapsule la tête. Il a vraiment pris, il a pas lâché, il a serré toutes ses forces, peu importe l'angle que Schnell essayait de chercher, il a pas essayé à recapitaliser, à réadapter, réajuster sa position. Il était vraiment en mode j'ai ta tête, elle va pas sortir de mes bras, tu vas taper un moment. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que on voit de temps en temps dans ce genre de situation des sorties parce que le mec qui a le ninja choke, au lieu de se concentrer sur l'étranglement, il se concentre sur la position pour pouvoir aller mettre une pression au niveau de la nuque. Et je trouve que là, si un flyweight a réussi à finaliser ce ninja choke juste en se concentrant sur tu vas taper parce que je vais t'arracher la tête, ben dans toutes les divisions, ça devrait fonctionner. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Il a eu ça c'est vraiment une preuve d'opportunisme. Il a eu son opportunité, pardon, et il n'a pas lâché. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau. C'est triste pour Schnell qui prend sa retraite, qui est vraiment un combattant agréable à regarder. Je trouve son style est très fluide, très esthétique. Euh, il fait des beaux combats. C'est lui qui a un des plus beaux comebacks de tout l'UFC contre Sue. Allez voir si vous n'avez jamais vu ce combat. Euh, voilà, il prend sa retraite, c'est dommage, mais il nous a offert de très beaux combats à l'UFC. Et celui-ci, ben, c'est Durden qui l'emporte. C'était très propre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Padilla. Padilla, ce coup de coude. Alors, on a eu 2 coups de coude ce week-end. On a eu au One Superlek qui prend la ceinture à Agerty. Magnifique coup de coude. Alors, celui de Padilla, c'est sale, pile dans l'œil. Et puis l'œil qui gonfle de dingue après, le timing était dingue. On voyait qu'il cherchait les coudes avant. J'aime beaucoup parce que Burns en a un peu cherché debout, mais les coudes debout à distance, les coudes à distance debout en MMA, c'est pas tant utilisé que ça. Et je trouve ça dommage parce que c'est très beau. On a celui de Kelvin Catar contre Jeremy Stephens, on a celui de Chris Weidman contre Munoz. Là, on a celui de Padilla. Il y en a des coups de coude retournés, il y en a un peu plus. Mais je trouve que les coudes à distance, ça manque un peu en MMA et ça fait plaisir de voir certains qui le recherchent. Et là, comme ça a fonctionné, peut-être que, comme à chaque fois quand il y a une technique un peu qui sort du lot, qui fonctionne en MMA, ça arrive que sur les semaines qui suivent et les mois qui suivent, on voit que ça s'intègre à certains dans le jeu de certains combattants. Donc ça, on espère que ça rentre. Et alors, 2 derniers, hein, Dulgarian, Isaac Dulgarian, vraiment un nom à retenir, je pense, chez les featherweight. Très très belle performance. 41 frappes à 3, 2 takedowns à 0, 2 tentatives de soumission dont la dernière amène au tap-out, vraiment très propre. Et Nathan Fletcher qui gagne le tough. Pour l'anecdote, Fletcher a combattu aussi contre Brian quand ils étaient au Cage Warriors, donc on a un petit lien avec la chaîne. Ok, je pense que j'ai fait un bon petit tour. S'il y a d'autres combats qui valaient le coup, vous pouvez mettre ça en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi. C'était Chris Gunnacht sur Fight Minds. On se retrouve prochainement. Un bon dimanche à tous. Ciao, ciao.